La roue du temps tourne inlassablement et ceux qui ne suivent pas son tissage ne savent pas qu'ils ratent un beau moment de fantasy. Je reviens ici sur l'épisode 4. Je précise que la vidéo n'est absolument pas sponsorisée et qu'elle sera emplie de spoilers sur la série, donc destinée à celles et ceux qui ont vu l'épisode, sachant que les éventuels spoilers concernant les livres sont réservés à une petite portion en fin de vidéo. Cet épisode 4 était moins impactant que l'excellent épisode 3, mais je me suis rapidement demandé quelle différence de ressenti il pouvait générer entre lecteurs et non-lecteurs. En effet, certaines révélations devaient être plus marquantes pour les non-lecteurs qui ignorent tout de l'histoire, et j'aimerais que vous me disiez en commentaire comment vous avez reçu ces révélations si vous n'avez pas lu les livres. Cet épisode 4 va typiquement servir de charnière pour certains personnages, avec la mise en avant des conséquences de l'épisode 3, puis la mise en place des rebonds d'intrigue pour la suite. Pour conserver la structure choisie dans la vidéo consacrée aux 3 premiers épisodes, je vais procéder dans l'ordre des intrigues de la moins à la plus réussie à mes yeux. Les passages de Lan avec Alanna et ses champions, Yvonne et Maxime, m'ont déçu et un peu ennuyé. Autant j'avais accroché à la tension entre Moiraine et Lan, autant ici le voir se morfondre et se questionner avait sans doute du sens, mais la forme proposée n'a pas suscité mon intérêt. Certes, je comprends l'idée derrière la scène du dialogue alors que Lan urine contre un arbre. Il s'agit de souligner que le trio le garde toujours à l'œil sans jamais le lâcher d'une semelle. Ça reste toutefois plutôt saugrenu et de mauvais goût du moins de la façon dont c'est mis en scène. Les pseudo-conseils matrimoniaux, les allusions et tout le reste, au final, on peut souligner que l'interprète de Lan a toujours cette prestance appréciable, mais bon, outre l'allusion au fait que Nynaeve aura bientôt besoin d'un champion et la découverte du poème de langue ancienne par Alanna et compagnie, on s'ennuyait un petit peu. On peut toutefois en déduire ce que j'évoquais déjà pour les 3 premiers épisodes. Si Moiraine a repoussé Lan, c'est pour le protéger. Elle supposait qu'elle risquait d'aller à la rencontre de Lanfear, la fille de la nuit, la réprouvée la plus dangereuse, si ce n'est la plus puissante. Et de ce fait, elle ne voulait pas entraîner son champion vers une mort plus que probable. Toutefois, je dois bien avouer que ce choix me pose problème tout en étant intéressant. Sachant que l'enjeu consiste quand même à protéger Rand, le dragon réincarné des maléfices de Lanfear, j'ai du mal à imaginer Moiraine ne pas mettre toutes les chances de son côté, quitte à faire courir à Lan, son champion, de graves dangers. En effet, cela sous-entend qu'elle a tellement d'affection pour lui qu'elle n'est pas prête à le soumettre à un risque mortel, alors même que l'avenir de l'humanité est en jeu. Étonnant quand même de la part de Moiraine qui a littéralement voué sa vie à cette quête et semble justement prête à tout sacrifier, ou presque. Dites-moi en commentaire comment vous interprétez ce choix de Moiraine. Autant la Moiraine des livres peut, dans mon souvenir du moins, faire des choix visant à préserver Lan, mais étant donné cet enjeu extrême que je viens de rappeler, cela me semble quand même dresser un portrait différent du personnage entre ces deux versions, livre et série. Par ailleurs, ce que je trouve étrange, c'est cette idée que Lan n'aurait pas de connaissances suffisantes de la langue ancienne et des grands noms des réprouvés pour ne pas comprendre de lui-même que le poème fait référence à Lanfear. Ce serait d'autant plus bizarre que les champions d'Alanna, eux, en seraient capables. J'ai peut-être mal interprété cette scène, mais c'est le sens que j'y vois. Et je passe maintenant à Perrin. On a des moments plus paisibles, des explications sur les pouvoirs qu'il partage avec Elias et leur rapport intime au loup. Alors certes, on n'a pas toutes les clés de compréhension, mais c'est déjà une belle progression par rapport au flou artistique qui entourait auparavant les capacités de Perrin. Le loup lui fait comprendre que son nom est Tyrell, une traduction comme une autre, je suppose, pour Hopper, qui est son nom en VO bien sûr. Cette partie autour de Perrin manque sans doute à mes yeux d'un caractère plus brut, sauvage ou même mystique pour se contenter d'une parenthèse de calme explication. C'est correct, mais c'est pas non plus foufou. Ensuite, on a le court passage du voyage des deux évadés, Mat et Min. Mat est encore en train de perdre au jeu de dés, mais dans cette section de l'épisode, c'est clairement Min qui nous intéresse. Son accord avec Liandrin, la sœur de l'Adja Rouge, impliquait un rendez-vous dans cette auberge. Un rendez-vous qui se déroulera dans ses rêves, ou plutôt ses cauchemars, sous la houlette d'un Ishamael aussi charismatique qu'inquiétant. Des qualités déjà parfaitement mises à profit dans l'intro de l'épisode, creepy à souhait. Décidément, quand la série va un petit peu vers une ambiance horrifique, ça lui réussit généralement très bien. Le chef des réprouvés ne cache rien de son identité, et c'est donc la promesse d'être débarrassé d'un don qu'elle vit comme un terrible fardeau qui a motivé Min
à jouer le jeu. Cette séquence suffit à démontrer sans aucun doute possible que Liandrin travaille en relation avec Ishamael, ce qui fait d'elle, de fait, une Aes Sedai au service du Ténébreux. À ce sujet, je peux maintenant parler librement d'un indice qu'on avait dès le premier épisode de cette saison, alors que Liandrin avait directement menti à Mat en lui disant que Perrin ne mentionnait pas son nom dans ses lettres. Or, on sait qu'une Aes Sedai ne peut pas prononcer volontairement de mensonges directs, ce qui prouvait déjà que quelque chose de profondément dérangeant concernait Liandrin. Pour en revenir à Mat, pour l'instant, il est terriblement effacé et j'espère que les 4 épisodes restants pour cette saison permettront de le mettre enfin en avant. Après Mat et Min est toujours dans cette progression vers ce qui m'a le plus convaincu dans l'épisode, j'en viens maintenant à Rand et Selene, même si la toute fin de l'épisode est un petit peu à part en intégrant Moiraine. Avant cela, disons que le développement de la relation entre Rand et Selene est nécessaire, et on a bien cette naïveté de Rand qui est confronté au pouvoir manipulateur d'une femme à l'expérience absolument incomparable, et bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Selene évoque la cabane de sa famille sur les contreforts des monts Kinslayer's Dagger, ce qui donne en VF le très lourdeau dague du fléau de sa lignée, mais c'est pas du tout évident de traduire finement Kinslayer en français, c'est certain. Et si je parle de cela, c'est pour une bonne raison, ce Kinslayer fait référence à un personnage bien spécifique, mais je suppose que je commence à m'approcher ici dangereusement des spoilers livres, donc j'y reviendrai dans la dernière partie de cette vidéo. La naïveté de Rand se ressent notamment quand la survenue de ce blafard isolé au milieu de nulle part ne l'amène pas à s'interroger outre mesure. Il faut dire qu'il est bien trop bouleversé par le fait d'avoir révélé sa nature d'homme capable de canaliser le pouvoir unique. À ce sujet, on peut noter que la série ménage un certain flou quant à la capacité des femmes à percevoir les tissages de pouvoir des hommes et inversement. Et la série n'a toujours pas introduit la notion de Saidin et Saidar, les versions masculines et féminines du pouvoir unique, et je suppose qu'elle ne le fera jamais pour éviter qu'on ne lui reproche une vision trop binaire des sexes et des genres. On avait notamment déjà vu Natasha O'Keeffe dans Peaky Blinders et son interprétation de Selene fonctionne bien, hâte de voir ce qu'elle donnera après le final de cet épisode. Justement, passons à Moiraine qui est originaire d'une maison noble de Cairhien, qui a périclité en son absence. La rencontre avec sa petite sœur est assez poignante et montre tout ce que Moiraine a laissé de côté pour se consacrer pleinement à sa mission. Et puis surtout, ce petit retournement de rapport de force entre les deux sœurs fonctionne bien. On en vient à se demander pourquoi Moiraine est aussi glaciale, ce qui nous renvoie à cette confidence d'Alanna à Lan sur un changement profond intervenu 20 ans plus tôt. Cette approche apparemment dénuée de sentiments et cette capacité à instrumentaliser autrui trouve parfaite illustration lorsque Moiraine promet à Logain un moyen de mourir en échange de son enseignement à Rand. Et on remarque au passage la façon dont Moiraine masque par sa contenance le fait qu'elle est coupée du pouvoir unique et que Logain pourrait potentiellement la tuer sur place en prenant quelques risques, c'est sûr. Elle a conscience que Rand doit être en mesure de maîtriser sa puissance pour faire face aux Ténébreux, un point de vue qui n'est sans doute pas partagé par toutes les Aes Sedai, beaucoup voyant plutôt dans le dragon réincarné un terrible danger, une terrible menace pour le monde, du moins pour celles qui croient vraiment à son retour possible. L'intervention in extremis de Moiraine en mode assassin ninja me laisse un sentiment ambivalent. D'un côté, il faut quand même bien dire que le choc fonctionne bien, et de l'autre, j'ai l'impression que Moiraine a un petit peu chopé au passage toutes les compétences d'un champion, ou presque. Ceci dit, admettons, pourquoi pas, ça reste une attaque surprise bien calculée. On parlera dans la partie spoiler livre de ce que ces blessures normalement mortelles impliquent, mais sachez que c'est une autre différence de la série par rapport au livre. Remarquez toutefois au passage les petites particules noires qu'on devine dans le blanc des yeux de Selene ou Lanfear alors qu'elle s'apprête à reprendre conscience. On peut supposer qu'il s'agit là d'un début d'explication quant à la source de cette apparente immortalité. J'en viens à ce qui reste ma section préférée de l'histoire actuellement, c'est-à-dire dès qu'on retrouve Nynaeve, Egwene et Elayne à la Tour Blanche. Il fallait un peu de temps pour illustrer le syndrome post-traumatique de Nynaeve après sa terrible épreuve dans les Arches. Malheureusement, on remarque une erreur de montage grossière aux alentours de 8 minutes et 12 à 15 secondes de l'épisode bien sûr. Quand Egwene regarde la bague de Nynaeve, elle retient mal un élan de jalousie, mais surtout on revoit son expression initiale 3 secondes plus tard. Très étrange. Nynaeve est déjà convoitée par certains champions, rien de plus naturel pour une future Aes Sedai au potentiel aussi immense. La relation entre Nynaeve et Liandrin fonctionne bien car cette dernière use d'une part de sincérité pour se rapprocher de la jeune femme et la piéger. On remarque notamment que Liandrin ne répond pas quand Nynaeve lui demande si elle a trouvé autre chose que son fils pour se raccrocher à ce monde,
tout comme elle ne laisse pas vraiment à Nynaeve le temps de promettre de ne rien faire d'inconsidéré, avant de lui révéler le destin probable de Perrine et Loial, prisonniers des Seanchan. Connaissant le tempérament impétueux de Nynaeve, et ce par quoi elle vient de passer, Liandrin n'avait aucun doute quant à l'issue de son petit jeu et ça fonctionne parfaitement. Lorsque Liandrin passe demander des comptes à Léane, la gardienne des chroniques, révélée au passage comme une sœur de l'Adja bleue au travers de sa tenue, on perçoit les braises d'un conflit qui ne demande pas grand-chose pour s'embraser. Je trouve le casting de Léane absolument excellent et je me désole un petit peu qu'on ne voit pas davantage cette actrice qui dégage une présence rare. L'attaque de Liandrin sur le groupe de Nynaeve laisse présager du croustillant pour la suite. Il est clair qu'elle ne s'attendait pas à récupérer dans son panier l'héritière du trône d'Andor, Elaine, mais voilà qui implique clairement que ses cibles principales étaient bien sûr Nynaeve et Egwene, les Tavernes des deux rivières. Et pour rappel, Taveren, c'est ce terme désignant des personnes ayant une influence toute particulière sur la façon dont se tissent les fils du destin de la roue du temps. Pas étonnant que de telles personnes intéressent le ténébreux et ses suppôts, on le savait dès le premier épisode de la première saison. L'épisode 5 devrait être plutôt mouvementé, du moins je l'espère. Avant d'en venir à la section spoiler livre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo pour la soutenir, ce dont elle aura bien besoin, je le suppose. Et je vous rappelle ou vous apprends, si vous l'ignoriez, qu'une interview de Harriet McDougal, veuve et éditrice de Robert Jordan, et de Brandon Sanderson, qui a écrit les 3 derniers livres, est disponible sur la chaîne pour tous les amateurs de la saga littéraire. Donc attention, on se prépare maintenant pour les spoilers livres, ne restez que si vous avez lu toute la saga, c'est plus sûr, même si je ne spoilerai pas directement des éléments de la toute fin de l'histoire. On remarque donc que Katsuan Sedai est citée pour la 2e fois déjà dans la série, dans cette saison en tout cas. Dans cet épisode, Alanna évoque qu'elle était la plus rapide à être passée par les 3 arches avant Nynaeve. J'ai vraiment hâte de voir ce que la série fera de ce personnage légendaire et haut en couleur. Ensuite, les références de Lanfear à Luce Thérine Telamon vont forcément faire plaisir au lecteur. On profite de toute la perversité de la démarche alors qu'elle tient entre ses bras la réincarnation du dragon sur la montagne même nommée suite à ce que la folie l'avait amené à commettre. Je me demande d'ailleurs quand la série se lancera vraiment dans tout ce volet du dialogue interne de Rand avec le dragon. Il faudra que ce soit bien fait, car il y a là autant de potentiel pour bien faire que pour devenir un petit peu barbant. Au sujet de Liandrin, il semble de plus en plus clair qu'elle sera fusionnée avec le personnage d'Eleda. C'est certainement elle qui est donc destinée à renverser le pouvoir au sein de la Tour Blanche. J'aimerais que la série présente rapidement les enjeux de l'Adja Noire et tout ce qui tourne autour de cette faction effrayante, et j'ai bon espoir qu'on en entende parler d'ici la fin de saison. Je suppose qu'on peut estimer un petit peu problématique de constater qu'Ishamael libère Lanfear, mais j'ai mené des recherches pour ne pas me fier uniquement à ma mémoire, et en réalité, il n'est jamais expliqué clairement dans les livres comment Lanfear se libère de sa prison. La série ne semble pas établir de lien direct entre l'affaiblissement des sceaux qui maintiennent le ténébreux en dehors du monde et la libération de certains réprouvés, mais elle finira peut-être par le faire. Quoi qu'il en soit, à bien y réfléchir, il est assez logique qu'Ishamael libère Lanfear, étant donné son potentiel et la nécessité de plier Rand à leur cause autant que possible. La série semble avoir inventé ce concept de Rand qui serait tué mais resterait ensuite utile et obéissant à Lanfear. Concernant le choix de rendre les réprouvés intuables, cela pose des tas de questions bien sûr, notamment pour plusieurs duels des livres dont certains à la toute fin. Encore une déviation donc, mais je reste d'avis de donner le bénéfice du doute à cette version proposée par la série. Les particules sombres dans les yeux de Lanfear laissent supposer une intervention du ténébreux ou du pouvoir véritable qui serait introduit beaucoup plus rapidement que dans les livres. Si vous réagissez à ce sujet en commentaire, pensez à bien indiquer une balise spoiler en début de texte pour éviter les accidents de lecture rapide. On sait que l'épisode 5 introduira Aviendha et j'ai très hâte de revoir des Aiel à l'œuvre. Je me demande aussi quel choix fera la série sur toute la question polyamoureuse autour de Rand. Enfin, vivement que Mat récupère sa chance légendaire, hâte aussi de revoir les Seanchan et la mise en scène des Damanais. Pour ne pas finir attaché à un lit face à Lanfear, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut!